Bonjour, on va reprendre dans la suite du MOOC que nous avons commencé dans le cadre du programme qui est instauré par l'Université Hassan II de Casablanca, faculté de médecine Nanterre. Et donc dans le département d'orthopédie dentofaciale, on va parler d'un autre cours au niveau du MOOC Introduction générale à l'orthodontie. C'est un chapitre dont on va parler aujourd'hui très important en orthodontie et qui rentre dans le programme des étudiants de troisième année lors de leur deuxième semestre de l'année. Et aussi, ça serait intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à l'orthodontie, qui veulent s'initier à l'orthodontie et qui veulent apprendre des choses sur l'orthodontie. Donc le thème, ça va être céphalométrie et orthodontie. Donc c'est un thème classique pour les gens qui font de l'orthodontie. Surtout que l'orthodontie utilise un certain nombre d'examens complémentaires et que ces examens complémentaires peuvent être des éléments importants qui vont aider au niveau du diagnostic, au niveau de l'établissement des objectifs de traitement, aussi au niveau des évaluations des effets de traitement et aussi dans le suivi à long terme du pronostic d'un traitement orthodontique ou uniquement pour avoir une idée sur l'effet de la croissance d'une manière générale. Bien sûr, la céphalométrie a tellement évolué en orthodontie et en 2017, on parle beaucoup plus de la céphalométrie 3D, mais je pense qu'on ne peut apprendre la céphalométrie 3D que si on a une idée claire, qu'on connaît pertinemment tout ce qui se passe au niveau de la céphalométrie 2D. Et donc, on va parler surtout de la céphalométrie 2D. Bien sûr, je vais paraphraser Claude Bernard qui disait que tous les progrès des sciences expérimentales se mesurent surtout par le perfectionnement de leurs moyens d'investigation. Plus dans un domaine scientifique, les moyens d'investigation sont sensibles, valides et spécifiques, plus les progrès scientifiques vont avoir un niveau très élevé. Pareil en orthodontie et donc la céphalométrie constitue un des examens complémentaires importants en orthodontie. Donc pour introduire ce sujet, on va faire un petit rappel sur l'évolution de l'orthodontie d'une manière générale. Et quand on s'intéresse à l'orthodontie, donc il y a des grands personnages qui ont marqué cette discipline, et notamment Edward Angle, qui est le père de l'orthodontie, et dans le début du siècle dernier, lui n'utilisait pas de la céphalométrie en grande partie. Lui, il faisait ses diagnostics sur l'étude des moulages et sur des études de photos. Et il avait le dogme, comme vous le savez, de la conservation de toutes les dents qui devraient s'insérer dans une harmonie faciale, squelettique et fonctionnelle. Donc, la relation des bases osseuses va être étudiée sur des photographies et la position des dents vont être étudiées sur des moulages. Après Edward Angle, vous avez son disciple Tweed qui en 1934 a soulevé de nouveaux concepts en orthodontie et il a repris les cas qu'il a traités sans extraction en faisant des extractions en disant que 80% des cas nécessitaient de l'extraction. Pour cela, il avait besoin d'un outil de travail qui lui permettait de poser son diagnostic. C'est ainsi que les analyses céphalométriques ont vu le jour. D'autres découvertes importantes au niveau de l'histoire de la céphalométrie d'une manière générale et de l'orthodontie, si vous voulez, c'est que la téléradiographie telle qu'on l'a connue en orthodontie a été préconisée par Kohler en 1905. Ceci a été fait 10 ans après la découverte des rayons X par Röntgen, qui a permis donc l'application de ces rayons méconnus qui sont les rayons X au niveau de la radiologie, au niveau de l'imagerie médicale d'une manière générale, et que la céphalométrie téléradiographique n'a vu le jour qu'en 1922 avec les travaux de Caria. Bien sûr, un autre élément très important au niveau de l'histoire de cette discipline, c'est surtout l'invention de ce céphalostat par Broadbent en 1925, parce que le céphalostat permet donc une standardisation de prise des radios. Et le premier qui a eu l'idée de tracer sur une téléradiographie, c'était Morgoli en 1934, qui a tracé l'axe de l'incisive inférieure et qui a mesuré les rapports de cet axe avec la tangente à l'angle mandibulaire. Ainsi, l'âge d'or de cette science
si on peut considérer la céphalométrie comme science, va s'étendre de 1945 jusqu'à 1960. Alors, pour avancer un peu après ce rappel historique, on va définir un certain nombre de concepts et on commencera tout d'abord par définir le terme céphalométrie. Le terme céphalométrie désigne toute technique ou méthode qui a pour objet de mesurer, d'étudier les dimensions physiques de l'extrémité céphalique. Donc vous avez le préfixe céphalo qui veut dire extrémité céphalique et métrie ou métrique qui veut dire mesure. Donc cette céphalométrie peut se faire soit directement sur le vivant, soit sur un enregistrement crânio-facial de l'individu qui peut être une photographie, une téléradiographie ou carrément une acquisition 3D comme ce qui se passe au niveau de la céphalométrie 3D d'une manière générale. Après, on a le terme téléradiographie. Ce terme désigne toute technique radiologique qui augmente la distance foyer-objet, 1,4 mètres ou 4 mètres. Télé veut dire loin et qui va permettre de réduire la distance objet-film dans le but de diminuer l'agrandissement et donc avoir une reproductibilité fidèle du squelette facial. Alors, bien sûr, si ces techniques radiologiques se sont développées, il y a aussi des incidences qui vont être utilisées, qui vont être différentes. Et à chaque fois qu'on va utiliser une incidence de profil ou dans le sens antéro-postérieur, on peut aussi utiliser des incidences de face, hein, dans le sens frontal. On peut aussi utiliser des incidences axiales et basales. Et de moins en moins, on peut aussi utiliser des incidences obliques. Donc les incidences céphalométriques de profil, donc qui vont nous donner des informations dans le sens sagittal, mais aussi dans le sens vertical, mais très peu d'informations dans le sens transversal. Les incidences de face, qui vont nous donner des informations, cette fois, dans le sens transversal et aussi dans le sens vertical. Il y a aussi les incidences céphalométriques basales, qui sont de moins en moins utilisées, voilà, et les incidences obliques, de moins en moins aussi utilisées. Maintenant, l'utilisation de la radiologie, de la radiographie, de l'imagerie, la possibilité de tracer sur ces céphalométries a abouti à ce qu'on appelle les analyses céphalométriques. C'est quoi une analyse céphalométrique? C'est une technique d'interprétation d'un céphalogramme destinée à servir de guide pour l'élaboration d'un diagnostic et d'un plan de traitement. Alors maintenant, quels sont les principes de l'analyse céphalométrique? Tout d'abord, les moyens d'étude. On va construire un réseau géométrique qui est le tracé. Après, il va falloir faire des repères par des points qui vont donner des plans de référence. Les points peuvent avoir une définition anatomique par rapport à une structure bien définie. Des fois, ces points peuvent être construits, qui vont être la bissectrice d'un angle, ou à la diagonale d'un rectangle. Donc à chaque fois qu'on va construire pour repérer un point, on va considérer que les points sont construits. Ou des fois, dans certaines situations, ça va être déterminé par simple inspection. Certains points vont avoir un intérêt quasi général dans la plupart des analyses céphalométriques et certains vont être utilisés uniquement dans une analyse bien définie. Donc chaque auteur, soit qui va prendre les points qui ont déjà définis dans d'autres analyses et il va les appliquer dans son analyse, soit il va définir des points qui vont être spécifiques et uniquement qu'on va retrouver uniquement dans cette analyse. Vous savez, voici un organigramme avec un tracé géométrique avec des points qui peuvent être anatomiques, comme le point N, nasion, qui est le point le plus antérieur de la suture fronto-nasale, le point épinasal antérieur, le point épinasal postérieur. Vous avez d'autres points qui vont être construits, comme le gonion ou le gnation. D'autres points au niveau d'un tracé de face ou de profil. Maintenant, une fois qu'on a fait le tracé, on va réaliser des mesures. Il va falloir qu'on compare ces mesures par rapport à quelque chose. En général, ça nous permet de définir ce qu'on appelle la normalité. Et à partir de la normalité, on va essayer de repérer tout ce qui est anormal. Donc le but de l'analyse statistique, céphalométrique, excusez-moi, d'une manière générale, le but de cette analyse céphalométrique, c'est que ça peut avoir un effet
statique pour un patient. Donc, ça va nous permettre de définir le siège et la nature de l'anomalie. Donc, c'est à un moment bien déterminé, chez un patient bien déterminé. Mais à chaque fois qu'on prend plusieurs examens radiologiques de profil de face chez un patient et qu'on va faire de la superposition, on est dans un aspect dynamique de l'analyse céphalométrique. Donc, l'analyse céphalométrique peut être une analyse statique, quand c'est ponctuel, quand c'est à un moment bien donné, pour un patient bien donné. Comme ça, à chaque fois qu'on fait de la superposition par rapport à des structures, on donne un aspect dynamique à cette analyse. Bien sûr, au niveau de la normalité, il y a la notion de face idéale. On va en parler dans les règles de normalité, dans un autre chapitre. La comparaison peut être faite en introduisant la biométrie à l'orthodontie et on va comparer le sujet par rapport à un groupe auquel il appartient. Et dans ce cas, on va considérer chaque caractère comme une variable morphologique au sein d'une population et on va considérer que ces variables vont avoir une distribution et une variabilité aléatoire. Et donc, on va définir une moyenne et on va considérer que ça suit une loi normale. On va définir une moyenne, on va définir un intervalle de confiance et bien sûr qui va être entouré par 2 fois l'écart type et on va définir une probabilité que l'anomalie avec un risque d'erreur de 5%, donc ce qui nous permet de définir la moyenne plus 2 fois l'écart type en recouvrant 95% de la population. Il faut savoir que lorsqu'on utilise les chartes céphalométriques en prenant des normes qui sont déjà établies, l'utilisation des normes ainsi établies doivent être limitées aux sujets qui appartiennent à cette population sur laquelle l'étude a été faite. Donc, le problème de l'inférence statistique se pose dans ces situations et lorsqu'on prend les valeurs d'une analyse céphalométrique qui a été faite chez une population avec des caractéristiques typologiques bien définies, l'extrapolation de résultats vers une autre population dont les caractéristiques sont complètement différentes constitue un problème et un biais très important. Donc ces principes doivent être présents dans l'esprit du praticien qui utilise les chartes d'analyse céphalométrique pour pouvoir établir son diagnostic, son pronostic ou faire de la superposition d'une manière générale. Maintenant, quel est l'intérêt de ces analyses céphalométriques d'une manière générale? C'est d'abord de permettre l'évaluation des rapports des bases osseuses. On met d'avoir, est-ce que c'est le maxillaire qui est en avant, la mandibule qui est en retrait? Est-ce que le problème se situe aussi bien au maxillaire qu'à la mandibule? Ça me permet de donner une idée sur le sens vertical et donc sur la détermination du type facial et permet la différenciation entre les anomalies squelettiques et les anomalies dento-alvéolaires, toutes les compensations et les camouflages qui peuvent survenir au niveau des arcades dento-alvéolaires. Ça permet aussi l'analyse des rapports dentaires et nous donne une idée aussi sur l'étude des parties mous, la taille des lèvres, la position des nez, le type de profil, l'angle nasolabial, tous ces éléments donc, peuvent être évalués au niveau de l'étude des parties molles. Les principales analyses céphalométriques qui sont décrites dans la littérature, on va se référer à la classification qui a été donnée par Müller, qui distingue 2 grands types d'analyses, les analyses typologiques, qui vont permettre de définir une typologie faciale, et les analyses dimensionnelles, auxquelles on va ajouter une 3e classe, si vous voulez, qui comprend les analyses structurales et architecturales. Exemple d'analyse typologique, c'est l'analyse de Bjork. Donc Bjork, il fonde sa détermination typologique sur la notion de prognatisme facial à la manière anthropologique. L'étude d'un échantillon, donc les premières publications qui ont été faites par Bjork, qui se sont intéressés à un échantillon de 603 sujets, le conduit à associer de manière significative le prognatisme facial global et la configuration de la base du crâne. Donc en fonction de type de courbure au niveau de la base du crâne, il va définir soit qu'il s'agit d'une rotation antérieure, soit qu'il s'agit d'une rotation antérieure. Après, en s'intéressant à la forme de la mandibule, il va définir donc les signes de présomption de la rotation antérieure, de la rotation postérieure, en s'intéressant à la forme du condyle, à la forme
de la branche montante, à la forme de la symphyse mentonnière, à l'inclinaison des incisives inférieures, et à partir de là, il décrit deux types de rotation, rotation antérieure, rotation postérieure, qui sont résumés au niveau de ce tableau. Voici deux patients présentant une rotation antérieure et une rotation postérieure, et on voit tous les signes typologiques qui sont décrits par Björk. Björk refait d'autres publications avec Scaler en 1983, où il définit, en faisant la superposition sur la ligne de la base du crâne et sur la ligne implantaire et sur le rebord mandibulaire, il va parler de la rotation totale entre la base du crâne et la ligne implantaire, de la rotation matricielle entre le rebord mandibulaire et la ligne SN, et la rotation intramatricielle entre la ligne implantaire et le rebord mandibulaire. Toujours dans les différents types d'analyses, vous avez aussi les analyses dimensionnelles qui sont les analyses les plus utilisées. Et dans les analyses dimensionnelles, on va les classer selon le plan de référence utilisé et selon est-ce que ces analyses sont linéaires ou angulaires, ou à la fois vont utiliser des mesures linéaires et angulaires. Selon le plan de référence, nous avons les analyses dimensionnelles qui vont utiliser la ligne SN, Célian-Nazian, comme celle de Steiner ou de Reidel. Et puis vous avez ceux qui vont utiliser le plan de Francfort, notamment l'analyse de Tweet. Le système de référence, donc, le plus utilisé, c'est le plan de Francfort qui est utilisé par les anthropologistes, et la ligne SN qui symbolise la partie antérieure de la base du crâne, sachant que cette partie va finir sa croissance très tôt par rapport à la partie postérieure. On peut aussi les classer, comme vient de le dire, selon la nature des caractères utilisés. Donc ça peut être une analyse linéaire comme celle de Coben, une analyse purement angulaire en utilisant le triangle de Tweet, et puis ça peut être aussi une analyse positionnelle, c'est le rapport de position d'une structure par rapport à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une même analyse peut appartenir à 2 ou même à 3 catégories au niveau de cette classification, et que cette classification n'est pas complètement fermée et qu'il y a des possibilités d'interaction. Les points en commun entre toutes les analyses dimensionnelles, c'est qu'ils vont définir la position sagittale des bases et de la denture par rapport à des plans ou des lignes de référence. Les mesures réalisées à partir des construits géométriques proposés par les auteurs sont ensuite comparées et présentées sous forme de chartes. Donc les auteurs ont défini des chartes avec des valeurs normales par rapport auxquelles on va comparer les rapports de nos patients. Les points de différence qui peuvent exister entre ces analyses, c'est tout d'abord, comme on vient de le dire, le choix du système de référence ou la nature des mesures qui vont être effectuées, soit c'est des analyses linéaires ou angulaires. On va donner 2 exemples les plus utilisés. On va parler de l'analyse de Steiner. Cette analyse est l'une des plus couramment utilisées par les orthodontistes. Il est choisi pour sa facilité d'emploi et pour son efficacité, entre guillemets, donc, parce qu'il propose des objectifs de traitement, et donc ça permet aussi d'avoir une idée non seulement sur le diagnostic, mais aussi sur le plan de traitement choisi. Pour l'analyse de Steiner, le plan de Francfort a été abandonné pour la ligne SN. Donc Steiner a utilisé la ligne SN comme référence. Donc il a choisi cette ligne parce qu'il considère que c'est des repères aisément identifiables qui sont situés sur le plan sagittal médian, donc qui sont moins sensibles aux variations des positionnements de la tête dans le céphalostat. Il utilise des lignes spécifiques, notamment la ligne Gognion-Gnatian, qui constitue le plan mandibulaire et donc remplace le plan mandibulaire tel qu'il a été défini par Downs, qui fait uniquement une tangente à ces plans mandibulaires. Le point Gognion et le point Gnatian étant 2 points construits. Il considère que c'est une ligne qui est plus stable et qui est indépendante des variations morphologiques du bord incisif inférieur, du bord inférieur de la mandibule. Un autre point qui est spécifique à l'analyse de Steiner, c'est le point D, qui est déterminé par simple inspection au centre de l'image symphysaire. Donc, il y a une standardisation de présentation de l'analyse de Steiner, comme vous venez de voir.
Donc sur un tracé, lorsqu'on a fait le tracé, on va repérer les différents points. Et au niveau de la charte, on va s'intéresser à la situation antéro-postérieure du maxillaire par la ligne SN, par l'angle SNA, qui est une valeur de 82 degrés en moyenne, selon Steiner. Les situations antéro-postérieures de la mandibule vont être déterminées par l'angle SNB, 80 degrés, SND, 76 degrés, et les rapports entre le maxillaire et la mandibule vont être étudiés par l'angle ANB, et puis on va utiliser les distances SE et SL, respectivement la projection orthogonale du point gnatien et du point gonian au niveau de la ligne SN. Et puis, pour la typologie de croissance, on va utiliser l'angle gonian-gnation-TSN qui a une valeur moyenne selon Steiner de 32 degrés. Bien sûr, au niveau de l'analyse alvéolo-dentaire, on va étudier la position de l'incisive supérieure par rapport à la ligne NA par une valeur angulaire et une valeur linéaire qui nous donne les Itwena en degrés et Itwena en millimètres. La même chose pour l'incisive inférieure, mais cette fois par rapport à la ligne NB. Et on va voir la ligne, l'angle I2NB et la distance I2NB en millimètres. Et puis, on va s'intéresser à l'angle d'attaque ou l'angle que fait l'incisive supérieure par rapport à l'incisive inférieure. Donc, I2NA et I2NB vont traduire le degré de version plus ou moins important des incisives dans le sens antéro-postérieur. Ils vont définir la pro-alvéolie ou la rétro-alvéolie ou la bi-rétro-alvéolie. L'angle interincisive formé par l'axe de l'incisive supérieure et celui de l'incisive inférieure détermine donc les rapports entre les incisives supérieures et inférieures. Et Steiner va utiliser une autre distance, Pogonian to NB, qui va indiquer l'équilibre entre la position de l'incisive inférieure et ses distances en prenant la règle de Holdaway qui disait qu'au niveau du règle de normalité, la distance Pogonian to NB est égale à la distance bord libre de l'incisive inférieure par rapport à la ligne NB chez un patient équilibré. Donc la charte de Steiner est présentée comme suit. Vous avez les différentes valeurs angulaires avec les valeurs et linéaires du patient. Et vous avez, Steiner propose aussi une boîte de Steiner avec des chevrons qui vont matérialiser pour chaque valeur de l'angle ANB la position idéale de l'incisive supérieure et de l'incisive inférieure. Le V du chevron désigne l'axe de l'incisive supérieure et l'axe de l'incisive inférieure. Et dans la boîte de Steiner, vous avez aussi la mesure de la DDM, de l'encombrement, de la profondeur de la courbe de Spey, de l'utilisation ou non d'élastique intermaxillaire, de l'expansion, mais aussi, vous avez aussi le E-space, c'est-à-dire, si vous êtes en denture mixte, c'est le diamètre, la différence de diamètre mésodistal entre la 5 temporaire et la 5 permanente, qui constitue donc un crédit d'espace, comme on l'a vu au niveau du chapitre de la morphogénèse des arcades. Donc voici la boîte de Steiner, hein, telle qu'il a été proposé, et ça nous dit, en faisant le calcul de tout ce qui est déficit et tout ce qui est excès, ça va nous permettre, est-ce qu'il va falloir faire des extractions ou pas, et au niveau du net, on devait toujours se retrouver à 0. Voilà, avec les différents chevrons qui matérialisent la position de l'incisive supérieure et l'incisive inférieure. Bien sûr, il s'intéresse dans la boîte de Steiner aussi à la profondeur de la courbe de Spey et sur un patient. Donc, on peut avoir une idée sur les repositionnements qui ont été faits suite à un traitement orthodontique. Donc, on peut voir les corrections et les repositionnements qui ont été faits par le traitement d'une manière générale. Dans l'analyse de Tweed, deuxième analyse qui est une analyse aussi dimensionnelle, purement angulaire, donc, bien que Tweed ait acquis dès 1946 la conviction que tous les traitements des malocclusions, qu'il s'agit de classe 1, de classe 2 ou de biprotrusion, les incisives mandibulaires doivent être verticales sur l'os basal lorsque le schéma facial ne présente pas d'anomalie. Ce n'est qu'en 1954 qu'il décrira
son célèbre triangle de diagnostic. Donc le diagnostic, on va tracer 3 lignes. On va tracer le plan de Francfort, la tangente à l'angle mandibulaire au plan mandibulaire de Downs et l'axe de l'incisive inférieure. L'intersection entre ces 3 lignes va nous donner 3 angles, le FMA, Francfort plan mandibulaire, qui a une valeur moyenne de 25 degrés, l'IMPA, angle incisive inférieur par rapport au plan mandibulaire, 87 degrés en moyenne, et le FMIA, angle de l'incisive avec le plan de Francfort qui a une valeur de 68 degrés. L'analyse des bases osseuses, Tweed a pris pour situer les bases osseuses dans le sens antéro-postérieur, les valeurs SNA, SNB, ANB, l'angle interincisif et l'occlusion, le plan occlusal par rapport à la ligne SN. Il a pris aussi la distance AOBO, distance séparant la projection orthogonale du point A et du point B sur le plan occlusal, c'est le WITS, qui permet donc d'avoir une idée sur le décalage antéro-postérieur. Donc le AOBO, dans le cas de classe 1, va avoir une valeur comprise entre moins 2 et 2. Quand c'est supérieur à 2, on est dans des situations de classe 2. Quand c'est inférieur à 2, on est dans des situations à moins 2, on est dans une situation de classe 3. L'angle Z, le Z-angle, qui a été introduit par Merrifield, bien après, c'est la tangente au pogonion cutané et à la lèvre la plus protrusive. Il est prolongé jusqu'à son intersection avec le plan de Francfort qui forme l'angle Z. Lorsqu'il est tangente à la lèvre supérieure, souvent on va se retrouver en classe 2 division 1 ou classe 2 avec biprotrusion. Lorsqu'il est tangente à la lèvre inférieure, donc ça peut être une classe 1 avec ou sans DDM, une biproalvéolie en classe 1, une classe 3 ou une classe 2 division 2. Donc, après les objectifs de traitement selon Tweed, quand le FMA est inférieur à 20, donc il faut avoir comme objectif de traitement que le FMA sera en fonction de l'angle IMPA qui ne devra jamais être supérieur à 92. Quand FMA est compris entre 20 et 30 degrés, ça impose comme objectif de traitement un angle FMA de 68 degrés et un angle IMPA qui ne doit pas dépasser 92 degrés. Quand FMA est supérieur à 30 degrés chez les hypodivergents, FMA doit aller vers 65 degrés et un axe de l'incisive inférieure par rapport au plan mandibulaire de 85 degrés. Donc la charte de Tweed, auquel on va rajouter les indices de difficulté qui ont été faits au niveau de la fondation Tweed et qui donnent une idée sur la difficulté du cas et la difficulté de la réussite du traitement du cas. Donc voici les différentes composantes de cet indice de difficulté avec ces calculs. Après, la troisième famille, si vous voulez, des analyses céphalométriques, ce sont les analyses structurales et architecturales. L'exemple le plus connu, c'est l'analyse de Delair. Le tracé des lignes d'équilibre crânio-facial permettant donc d'objectiver et de quantifier les variations de l'équilibre du sujet par rapport à l'équilibre normal qui aurait été le sien. Donc le patient va être comparé par rapport à lui-même. La partie structurale va s'intéresser à l'étude des structures osseuses, leurs dimensions, leur degré d'ossification, l'état des travées osseux et l'état des contours externes. Après, aussi, on s'intéresse à l'étude des tissus mous avoisinants. Donc voici les différentes lignes. Donc on a 4 lignes crâniennes et 8 lignes crânio-faciales au niveau de l'analyse de Tweed. Bien sûr, on ne peut pas parler de la céphalométrie 2D sans parler de la céphalométrie 3D. La céphalométrie 3D donc, a été utilisée à plusieurs logiciels, plusieurs travaux. On cite le logiciel C2000 qui a été proposé par Trey, donc avec plusieurs acquisitions et qui permet donc une analyse des différents points. Donc on va faire une acquisition par Conbeam ou par scanner et on fera une analyse céphalométrique des différentes structures. Il y en a plusieurs types et on va faire de la même manière une analyse morphométrique avec une information sur la probabilité de correction de chaque traitement. Donc on peut faire les déplacements, on peut faire les simulations et comme il a été dit, plusieurs logiciels. Vous avez un autre logiciel qui permet d'être utilisé en chirurgie orthognathique, notamment le Simplant,
qui permet d'objectiver les déplacements, d'avoir même des gouttières qui vont être imprimées en stéréolithographie, qui permettent d'avoir les différentes positions. Alors, avant de conclure, et pour mes étudiants de troisième année, donc on va faire une petite évaluation formative pour savoir est-ce qu'on a saisi un certain nombre de points, et je vous donne un quiz, un QCM, avec des propositions telles que c'est fait au niveau des évaluations sommatives. Première quiz, c'est que la céphalométrie, est-ce que c'est une étude de la croissance de l'extrémité céphalique? Est-ce que c'est l'étude des anomalies de l'extrémité céphalique? Est-ce que c'est exclusivement utilisé par les orthodontistes? Est-ce que ça désigne toute technique et méthode qui ont pour objet de mesurer et d'étudier les dimensions physiques de l'extrémité céphalique? La céphalométrie n'utilise que des enregistrements du crâne et n'utilise que des enregistrements du crânioface de l'individu. Donc je vous laisse réfléchir 2 minutes sur ça avant de vous donner les corrections. Donc voilà. Les réponses justes sont la céphalométrie et l'étude de la croissance de l'extrémité céphalique et l'étude des anomalies aussi de l'extrémité céphalique. Il n'est pas du tout exclusivement utilisé par les orthodontistes, les anthropologistes, tous ceux qui s'intéressent à réaliser des mesures peuvent utiliser cette technique. Désigne toute technique et méthode qui ont pour objet de mesurer et d'étudier les dimensions physiques de l'extrémité céphalique. Oui, c'est juste. N'utilise que des enregistrements du crânioface de l'individu. Non, on peut la faire directement sur du vivant. Donc c'est une proposition qui est fausse. Une autre question. Les différents repères utilisés en céphalométrie sont des points, c'est-à-dire les points céphalométriques. Est-ce que c'est des points anatomiques? Est-ce que c'est des points construits? Est-ce que c'est des repères qui vont être repérés par simple inspection? Est-ce qu'ils sont situés en dehors de l'extrémité céphalique ou ils sont choisis au hasard par l'opérateur? Donc ça se fait par simple, en fonction, au bon gré de l'opérateur. Donc je vous laisse encore réfléchir sur ça. La bonne réponse, c'est que c'est des points anatomiques, ils peuvent être aussi construits, et ils sont dans certains cas repérés par simple inspection, mais ils ne sont pas choisis au hasard, ils sont bien définis au départ, et ils ne peuvent pas être situés en dehors de l'extrémité céphalique. Dernier quiz, si vous voulez, une analyse céphalométrique, est-ce que c'est une technique d'interprétation d'un céphalogramme? Est-ce qu'il est destiné à servir de guide pour l'élaboration de diagnostic? Est-ce qu'il est destiné à servir de guide pour l'élaboration du plan de traitement? Est-ce qu'il permet de visualiser les effets d'un traitement? Est-ce qu'il n'est pas reproductible? Voilà, vous réfléchissez. Les réponses justes sont le A, le B, le C et le D. C'est une technique d'interprétation d'un céphalogramme. Est destiné à servir de guide pour l'élaboration du diagnostic, donc ça c'est le premier objectif. Est destiné à servir de guide aussi pour l'élaboration d'un plan de traitement parce qu'il nous permet de définir les objectifs de traitement en fonction de la technique qu'on utilise et permet de visualiser les effets de traitement quand on fait de la céphalométrie dynamique en faisant de la superposition. Donc il n'est pas reproductible, au contraire, la superposition lui donne cet effet de reproductibilité. En conclusion, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? En dépit de la multiplicité et la diversité des analyses céphalométriques, cette diversité est beaucoup plus apparente que réelle, parce que vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Et en général, les analyses céphalométriques rentrent dans une technique bien définie, dans une philosophie de traitement bien définie. Même si le choix des auteurs a porté sur l'une ou l'autre des références horizontales, tous sont en fait également discutables dans la mesure où aucune d'entre eux ne reflète la posture habituelle de la tête. Vous voyez que c'est un peu difficile de dire qu'une technique c'est la plus performante, donc il faut qu'il y ait cette dynamique et que tout est discutable, on peut tout critiquer et tant qu'on critique, c'est un bon signe d'évolution de la science d'une manière générale. Donc je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce MOOC et d'avoir suivi ce cours et que je vous donne rendez-vous
la fois prochaine. Je vous remercie pour votre attention.